Bonjour Raphaël, Bonjour. et merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ta carrière sur ma chaîne YouTube. Raphaël, moi je t'ai contacté en tant que violoncelliste d'abord, mais tu es beaucoup plus que ça. Tu te définis même plus comme violoncelliste uniquement, comme tu me disais juste avant qu'on commence cette interview. Donc t'as un parcours fascinant et extrêmement polyvalent. Ce que je te propose, c'est de repartir depuis le début et de nous dire un petit peu comment tout a commencé pour toi, ta découverte de la musique et entre autres du violoncelle. Aujourd'hui, c'est vrai que je dirais plus ça, c'est vrai. Je dirais plus je suis violoncelliste. Mais je le suis toujours en réalité. Simplement, c'est plus du tout le centre de gravité de mon activité. J'ai découvert la musique quand j'étais tout petit, dans une famille nombreuse. J'avais 5 frères et sœurs. On est tous allés dans une filière horaire aménagée à Clermont-Ferrand. Et donc j'entendais au quotidien mes sœurs, piano, alto, violon, avec mon père qui joue du violon aussi. Je me rappelle souvent la berceuse de forêt qui tournait dans la. Je ne sais plus laquelle de mes sœurs accompagnait l'autre. Enfin, et puis les scènes d'enfants de Schumann. Enfin, c'est des œuvres comme ça qui se sont imprimées dans mon écoute de petit garçon de 4, 5, 6 ans et qui jouaient certainement modestement, mais avec beaucoup de cœur par mes frères et sœurs et surtout mes sœurs. Parce que mes frères, eux, qui sont plus jeunes, ils étaient encore au tout début. À cette époque-là, il y en a un qui jouait du hautbois, l'autre qui jouait de l'alto, puis qui s'est mis à la clarinette. Mais ils en faisaient pas suffisamment. Enfin, je me rappelle pas très clairement. Ou alors, on était trop proches en âge. Bref. Mais les grandes sœurs, ça, c'était un truc. Il y avait un côté salle de concert dans le salon, quoi, un petit peu. Et à mon tour d'entrer à l'école horaire aménagée, et là, il s'est passé un truc assez marrant. C'est que du haut de mes 6 ans, moi, je sais pas pourquoi, j'avais dit que je voulais faire de la flûte à bec. Alors je m'étais retrouvé inscrit au conservatoire en flûte à bec, mais vraiment parce qu'il fallait choisir un truc et j'avais aucune idée. Moi, tout ce que j'avais fait, c'était chanter en fait. J'avais juste chanté pour le concours, la petite évaluation d'entrée en CE1. C'est pas. Mais moi, j'étais inscrit en flûte à bec et je me rendais pas du tout compte de ce que ça impliquait, parce que la flûte à bec fait partie de ces instruments qui sont très très caractéristiques. On ne peut pas toucher au répertoire mainstream depuis la flûte à bec, ou c'est comme la guitare classique, c'est un instrument. On ne peut pas aborder les symphonies de Mozart depuis la flûte à bec ou depuis la guitare classique. C'est des mondes à part, c'est-à-dire c'est des mondes qu'on peut trouver autosuffisants, mais par contre qui communiquent beaucoup moins que si on se met au corps, au bois, clarinette, où là d'un coup on a accès à l'orchestre symphonique et à tout le répertoire germanique, ce qu'on appelle grosso modo le répertoire mainstream. Alors évidemment le piano, et tout ça, ça m'échappait évidemment complètement, mais une de mes sœurs m'a dit pendant l'été, tu vas pas faire de la flûte à bec. Et en fait, elle rêvait qu'il y ait un violoncelliste dans la famille, parce qu'il y avait déjà 2 violonistes, une altiste, tout le monde jouait un peu de piano, mais c'est vrai que le violoncelle, c'était un peu le maillon manquant pour pouvoir faire un peu de musique de chambre. Enfin, il y avait clairement il y avait dans la famille éloignée un cousin qui jouait du violoncelle. Et justement, pendant les vacances, elle lui a piqué son violoncelle et elle me l'a montré. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Moi, j'avais 6 ans, ça m'était complètement égal. Donc j'ai dit à ma sœur, bah oui, si tu veux. Moi, et donc, pour faire plaisir à ma sœur, j'ai dit à ma mère, bon, bah ok, à la rentrée, je veux bien faire du violoncelle. Et donc, j'imagine qu'il y avait eu une journée porte ouverte au conservatoire, un truc où j'avais rencontré la prof de violoncelle, mais franchement, ça n'avait aucune importance pour moi. C'était une vieille dame, ni gentille, ni méchante, rien. Enfin, j'ai dit ok, je ferai du violoncelle. C'était vrai. Donc c'est assez amusant de voir que toute ma vie a été déterminée par un choix que j'ai pas fait moi, que quelqu'un a fait à ma place, et moi j'étais consentant, mais pas du tout. Et puis donc j'ai commencé par le violoncelle. C'était franchement pas très enthousiasmant. J'y allais avec une certaine curiosité. Je me rappelle qu'à 6 ans, le truc qui me marquait, c'était l'odeur de la colophane, le bois, sortir l'instrument de sa housse. Tout ça, il y avait un côté assez intéressant de sensation, mais absolument pas musical. Et par contre, j'étais déjà un petit musicien, parce que j'avais déjà entendu plein de choses, j'avais déjà chanté, j'avais déjà senti qu'il y avait un truc, mais c'était pas le violoncelle qui m'intéressait, c'était le piano. Donc j'ai réclamé à mes parents, alors ça très vite, hein, dès le départ. Je leur ai dit, mais ouais, ok, d'accord, le violoncelle, moi je veux faire du piano. Et donc ils m'ont trouvé une prof de piano en particulier, en plus du conservatoire, parce qu'on ne pouvait pas avoir les deux instruments au conservatoire. Et donc la prof de piano elle me faisait juste faire des tenues, un peu de gamme, du déchiffrage, quoi. C'était pas. Mais moi à la maison, je faisais du piano toute la journée. J'adorais ça. Et donc j'essayais de reproduire des trucs d'oreille.
C'est comme ça que je suis devenu un petit musicien, c'était avec le piano. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, arrivé vers la préadolescence, tout ça, il y a l'élément romantique qui arrive dans le... C'est drôle d'ailleurs ce parallèle. On est un peu classique quand on a 7 ans et on devient romantique quand on en a 11, quoi. Comme on passerait de la symphonie des jouets de Léopold Mozart aux grandes figures beethoveniennes ou, je sais pas, ou schubertiennes. Et la vie, c'est un peu ça. On devient romantique à l'adolescence parce que c'est là que l'affirmation du soi, le sentimentalisme, ou en tout cas une certaine approche très émotionnelle du chemin de vie et tout ça. Je pense qu'il y a un parallèle là-dedans qui est juste. Et donc je suis devenu violoncelliste quand je suis devenu romantique, quand je suis devenu adolescent. Je l'étais déjà, j'avais fait un peu mes gammes et tout ça, mais j'ai commencé à aimer le violoncelle à ce moment-là, notamment en faisant la rencontre d'un prof russe qui avait, avec cette approche un peu... Il y a un côté dans cette approche hyper totale, dans le sens où il fallait savoir investir chaque note, vibrer chaque note, relier chaque note. Il y avait cette espèce de super lyrisme, alors que l'école française est quand même beaucoup plus objective. On a une approche du violoncelle qui est un peu plus factuelle, enfin non, pas factuelle, je dirais plutôt rationnelle. Alors que dans l'approche de ce prof russe qui s'appelle Igor Kiritchenko, et à qui je dois beaucoup parce qu'il s'est vraiment intéressé à moi, petit garçon, avec beaucoup de sincérité, de générosité. Et oui, là il y avait une approche tout de suite, on cherchait une forme de transcendance, quoi. Il fallait qu'à travers le violoncelle, pouvoir exprimer un truc complètement super puissant. Donc là j'ai aimé. Là, à partir de là, le violoncelle, ça m'a vraiment intéressé très fort, et donc l'orientation s'est faite comme ça, c'est-à-dire qu'après, en arrivant vers 14 ans, le brevet des collèges, le violoncelle ça a commencé à marcher, mes parents m'ont acheté mon premier entier. J'avais déjà commencé à me disperser, au sens positif, hein. Moi j'assume, je revendique ma dispersion. J'ai toujours été à la fois un peu un glandeur, et à la fois hyper pas actif, mais hyper curieux de ce qui se passe à côté. Donc j'étais au conservatoire en violoncelle, j'ai voulu faire du piano, mais ensuite j'ai aussi voulu faire de la guitare, puis j'ai commencé à écrire, et puis ensuite j'ai fait du piano, du jazz, très sérieusement. En fait, il y a eu un espèce de déclic incroyable avec le jazz. À Noël, un de mes frères s'est fait offrir un album, un double vinyle de Bill Evans, trio jazz, et quand j'ai entendu ça, peut-être parce que c'était mon frère et que mon frère était une figure, certainement, mais donc j'ai voulu aimer ce qu'aimait mon frère. Mais j'ai aimé au-delà de ça, j'ai vraiment accroché à ça, ça m'a complètement fasciné. Ce langage harmonique, le rôle de la batterie, le chemin d'improvisation, mais en même temps, l'improvisation, c'est quand même un monde hyper codifié, où la compréhension, où le sens, où l'intelligence sont au cœur de tout. Il n'y a rien de hasardeux dans l'improvisation. C'est ça que le malentendu est souvent... Non, au contraire, c'est une forme de science. Et donc là, ouais, ça m'a complètement transformé. Donc idem, au conservatoire, à 14 ans, j'ai réclamé une classe de piano jazz qui s'est créée pile à ce moment-là. Donc évidemment, tout de suite, j'y vais. C'était pas gagné, mais le prof, parce que moi j'étais pas vraiment pianiste au sens académique, quoi. Je bidouillais bien, et j'ai eu ma place avec lui. Pendant 2 ans, j'ai eu cet enseignement qui m'a profondément marqué. Et puis là, je quitte Clermont-Ferrand parce que je commençais à arriver j'avais un peu tout fini. Enfin, le solfège, c'est pareil, je peux témoigner. Combien de générations d'enfants malheureux, brimés en solfège, découragés par le solfège. Moi, le solfège, c'était un bain de passion et aussi de reconnaissance. Comme j'étais très fort en solfège, j'étais hyper fier, hyper content. Je découvrais plein de choses à travers le solfège. J'ai découvert le langage de Schumann grâce à des profs de solfège de 2e cycle. J'ai vraiment pu sentir Haydn. Je me rappelle très bien de tout ça. C'est des souvenirs beaucoup plus indélébiles que la première fois que j'ai déchiffré un quatuor à cordes. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment juste la première fois que j'ai chanté en cours de solfège, des choses comme ça, où j'ai découvert le miracle d'un certain langage harmonique. A priori, c'est plutôt par l'harmonie que moi c'est par là que je suis sensible. Tout ce qui est rythmique, mélodique,
ou timbral ou orchestral, pour moi, c'est des notions au deuxième plan. Mais l'harmonie, c'est en premier plan. S'il y a quelque chose harmoniquement qui me parle, un accord à quatre sons, tiens, c'est quoi, pourquoi la 13e, ce que les jazzeux appellent la 13e, c'est un des premiers trucs que j'ai compris quand j'étais petit. Je me dis, tiens, mais c'est marrant, sur une dominante, si on rajoute cette note-là qui ne fait pas partie de l'accord, ça fait un truc spécial, etc. Donc j'ai commencé à apprivoiser avec les mêmes principes que ce que les jazzeux font, puisque eux, ils sont toujours à la recherche de la 9e altérée, de la 11e altérée, de la chose, notamment les pianistes, mais aussi les guitaristes ou les improvisateurs monodiques. Tout le monde passe par là. C'est très personnalisant. On choisit. C'est des choix. C'est pas on joue ce qui est écrit. On choisit ou pas d'altérer telle ou telle note dans la pyramide harmonique. Donc tout ça, c'est des lieux de véritable passion qui m'ont fait aussi, qui m'ont permis d'aimer Ravel très vite, d'aimer un certain impressionnisme musical. C'est pour ça que j'ai tellement aimé ensuite découvrir Dutilleux. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Mais si je reviens là, quand même, au moment où je bascule, où je quitte Clermont-Ferrand, où je quitte mes parents, j'ai 15 ans, c'est un peu tôt pour quitter ses parents, et je me retrouve dans le Grand Bain, j'arrive en région parisienne, il y a un professeur de violoncelle absolument extraordinaire, Xavier Gagnepin, qui, avec un taux de réussite remarquable, ça ne veut pas dire que c'est le seul prof du monde, ni que c'est le meilleur prof du monde, je dis pas, il n'y a pas de superlatif, mais pour moi c'était quand même une rencontre superlative. J'ai eu la chance d'avoir pu profiter d'un tel enseignement, un enseignement très riche et très structuré et très logique, ne laissant aucune place à l'empirisme ou au dogme ou à l'argument d'autorité. C'est ça qui me plaisait beaucoup chez lui. C'est pas du tout quelqu'un qui disait « oui, moi j'ai appris comme ça avec un tel et c'est comme ça qu'il faut faire ». Au contraire, il passait son temps à nommer les choses qui étaient là dans la partition et qui sont là dans la kinésithérapie, qui sont là dans le... Il avait même une certaine manière, je trouve, de parler de contrepoint ou qui était hyper objectif, mais avec tellement de passion et d'amour de la musique elle-même que, oui, pour les élèves avec qui ça se passait bien, comme c'était mon cas, c'était une source assez intarissable. Et encore aujourd'hui, son enseignement m'est encore très, très profitable. Donc j'ai eu cette chance-là d'entrer avec lui dans sa classe. J'ai continué le piano, mais vraiment tout seul. En arrivant à Paris, alors là c'était tout seul. Donc j'ai rencontré des copains, j'ai monté quartet de jazz, j'ai joué du piano un peu dans les trous, quoi. Mais ça me passionnait toujours autant. J'ai pas poursuivi après ces 2 années de piano jazz à Clermont-Ferrand. Donc il y avait ça en parallèle. J'ai été un petit catholique pieux pendant quelques années avant de comprendre que la religion n'était pas... que la musique était plus importante pour moi que ça. Mais pendant ces quelques années, j'allais à l'aumônerie, donc là je suis encore à Clermont, et j'accompagnais les messes, et je bidouillais avec une guitare les accompagnements, j'inventais mes trucs. Donc, et puis j'ai même écrit une mini cantate. Donc avec l'écriture, j'avais déjà aussi quelque chose. J'ai eu un prof d'écriture avant de partir de Clermont-Ferrand. Cette espèce de gymnastique de l'harmonie notamment, et évidemment aussi de la rythmique, ça m'a été très utile et ça me permet d'avoir la musique dans ma vie pour les trucs les plus, tu vois, faire la fête, une soirée entre amis. Enfin, pour moi, la musique n'a jamais été un lieu d'isolement. Ça, j'aime pas trop. Et d'ailleurs, quand j'écris aujourd'hui et que je dois m'isoler, c'est très dur. Ah oui. Moi, c'est plutôt la musique sociable et sociale qui me motive et qui me met à l'aise, quoi. J'y reviendrai peut-être. Il y a eu donc le piano. Je suis maintenant à Paris. Je fais du quartet de jazz avec des copains. Je suis avec Xavier Gagnepin en violoncelle. Je poursuis ma petite progression. Xavier Gagnepin, le premier à me dire que je suis un glandeur et que ça n'avancera jamais si je comprenais ce qu'il me disait et son enseignement était limpide, j'y pensais beaucoup, mais effectivement il y avait un blocage. Je n'étais pas du tout la bête de travail qui allait s'enfermer pour faire 4 heures de violoncelle par jour. Ça, c'est absolument pas mon cas. Au contraire, moi je me suis développé par absorption, par mimétisme, par projection, très impliqué là-dedans, mais pas dans la répétition. Ça, j'ai beaucoup de mal à accepter l'aspect laborieux du travail d'un musicien. Ça me joue encore des tours, mais c'est comme ça que j'ai cheminé jusque-là. Et c'est-à-dire à toujours chercher des correspondances entre les différentes pratiques. Parce que ce que je voyais chez mes camarades violoncellistes, c'est qu'ils étaient
tous beaucoup plus forts que moi, mais que par contre, ils ne saisissaient pas ce qu'ils faisaient parfois. C'est-à-dire que moi, je pouvais... Ah bah là, j'avais développé mes petits outils de compréhension pour justement replacer dans un autre contexte la même chose. Pour moi, la partie de violoncelliste, elle était en soi pas autosuffisante. Ça suffisait pas. Et donc, quand j'ai assisté à des premiers cours de musique de chambre où je voyais en quatuor, évidemment, j'étais fasciné par le niveau technique des gens, mais c'était la vue d'ensemble qui m'intéressait quand même plus. D'accord. Et, et puis bon, là, il y a encore eu un truc fortuit. C'est que j'ai eu de la chance, parce que à Clermont, la classe de piano jazz s'est ouverte pile quand j'avais contracté ce virus-là, à cause du vinyle de Noël de mon frère. Hein. Et ben, il s'est passé un truc similaire au conservatoire de Boulogne-Billancourt, où j'étais élève donc de Xavier Gagnepin, une classe de direction d'orchestre qui s'ouvre. Et moi, j'avais aussi senti que la direction d'orchestre pourrait m'intéresser. Quelques années avant, il y a eu un petit déclic à Clermont. J'avais vu un mini-concert de l'orchestre d'Auvergne dirigé par Harry Van Beek, suite Holberg de Grieg, un mardi matin comme ça pour France Musique. Enfin, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, bien sûr, le code gestique, l'énergie rythmique, la fédération, l'énergie de groupe, tout ça, ça m'avait. Et puis cette œuvre qui est merveilleuse. Et j'avais donc gardé ça dans un coin de ma tête, et puis j'avais commencé à apprivoiser. Ah oui, donc la battue du chef correspondrait donc à tout cet univers plus rythmique auquel dont j'étais moins coutumier. Encore une fois, à l'origine, je suis pas un rythmicien, alors qu'aujourd'hui, je serine à tous les élèves que je croise que la musique commence évidemment par le rythme. C'est ce qui nous donne vie, le rythme. On vient de là. Le battement de cœur, la période, le temps qui passe, la vie, elle est nichée là-dedans. Elle n'est pas du tout nichée dans le langage harmonique des accords à trois sons. Même si on peut en parler, ça, l'harmonie des planètes et les nombres entiers, la division par les nombres entiers, tout ça est dans les lois universelles. L'harmonie classique vient de là directement, puisque la quinte et la tierce viennent de là. C'est les premiers intervalles qui viennent après l'octave. Ça, c'est dans la nature. Donc l'accord parfait majeur, il est dans la nature. Mais il a quand même été fichtrement tempéré et cadencé et standardisé. Le tempérament égal, c'est vraiment une invention humaine. C'est une manière de ramener ensemble, de faire tenir dans des cubes des trucs qui, à la base, sont pas carrés du tout. Alors que dans le rythme, bah, quand même, le battement de cœur et la marche à pied sont des trucs, a priori, c'est organique, ça peut varier, il y a le roubateau, ça peut accélérer, ralentir, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même régulé. C'est quand même, fallait dire, la révolution industrielle, elle a fixé ça, mais elle ne l'a pas inventé. Le temps, le rythme était là avant la révolution industrielle. Alors que la révolution industrielle et la révolution... euh, euh, oui, c'est un petit peu ça. Le clavier bien tempéré, c'est un peu une révolution industrielle. Ça consiste à être capable de moduler aux 12 tons. Bon, pour moi, j'appelle ça l'harmonie Yamaha, quoi, à laquelle tous les enfants ont accès quand ils ont un petit synthé ou alors. Mais ça, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec moi ni avec le violoncelle, mais je pense quand même que on n'en parle pas assez. Parce que pourquoi la musique classique détient un message hyper rare et d'une immense puissance et pourquoi aussi rarement compris, c'est probablement pour des raisons comme ça. C'est pas seulement parce que Mozart était habité par un message divin. Tout ça c'est du charabia. C'est pas vrai. Ce qui est fondamental, c'est que c'est le lieu où le silence et où un certain langage, notamment de la pulsation changeante, sont riches de plein de messages qui passeront jamais au clic et qui passeront jamais avec l'harmonie Yamaha. Et donc, ces messages-là, ils sont un peu en voie de disparition, ou en tout cas, ils sont un peu mis en cause, un peu en danger. Et quand on y touche, quand on a le virus de ce qui peut se passer au concert classique, ça, oui, on ne trouvera jamais dans un autoradio, dans un ascenseur ou dans un supermarché. Ça, c'est sûr. Je referme cette grande parenthèse juste pour dire que deuxième miracle dans mon petit itinéraire, cette classe de direction d'orchestre se crée, proposée par feu János Komives, qui était un professeur hongrois de la grande école hongroise de direction d'orchestre, Leo Weiner, Chomedy, et puis bon, bah ça découle quand même directement de Kodály et Bartók. Et très rigoureux, mais aussi très intéressant et très amusant, mais hyper rigoureux. Le type plaisantait pas. Il fallait vraiment connaître exactement par cœur ce qu'on dirigeait, sinon on retournait s'asseoir. Et donc il y avait un boulot d'assimilation que je faisais pas, mais bon.
que j'essayais de faire quand même. Et à partir de là, la direction d'orchestre devient une pratique euh, qui me fait un peu peur, je sais pas trop. Il y a un truc aussi dans cet académisme-là auquel j'adhère pas. J'y retrouve pas ce que j'étais devenu déjà comme petit improvisateur, créateur, jazzeux, tout ça. Alors que, et puis bon, et donc j'y vais avec bonheur, je découvre des trucs incroyables, mais le violoncelle, là, vraiment, le violoncelle, c'est devenu le centre. C'est quand même par là que je peux justement toucher à toutes ces notions. Grâce au violoncelle, je peux jouer les variations rococo dont j'apprends la partie d'orchestre en cours de direction d'orchestre. Grâce au violoncelle, je peux gratouiller un peu comme je le faisais avec ma guitare à l'aumônerie, parce que quand même, avec ces quatre cordes, on peut jouer de la guitare. Le violoncelle, c'est une guitare aussi, pas seulement. Et puis, comme j'adore le jazz, je commence un peu à m'amuser grâce à un copain guitariste avec qui je fais très librement des expériences, avec qui je continue de travailler un petit peu, qui s'appelle Kevin Sediki. Donc j'apprivoise un peu la basse du violoncelle, un peu un jeu de piste similaire à la contrebasse jazz. Et puis évidemment, avec le violoncelle, j'ai des cours de musique de chambre. J'ai une professeure extraordinaire de musique de chambre, Hortense Cartier-Bresson, à Ah oui. Boulogne aussi. Et là, les premières expériences de musique de chambre vraiment fortes, parce que j'avais bien fait du quatuor avec mon papa, qui est violoniste amateur pour les fêtes de famille. Mon père, il est statisticien, il n'est pas violoniste. Donc il y mettait tout son cœur, et j'étais très heureux c'était avec lui que j'ai fait ses premières notes de quatuor à cordes. J'avais, je pense, 10 ans, 11 ans. Divertimento en ré majeur que chez le 136 de Mozart pour les 75 ans de ma grand-mère ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Ça aussi, un souvenir indélébile. Avec une de mes cousines, je pense, au deuxième violon, Sophie. Et puis ma sœur Delphine à l'alto, je crois. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ces croches-là, ré, 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 il n'y avait que des ré à jouer et vous en entendez là. La tonique dominante, le schéma classique, ça c'est inoubliable. Parce que ce qui se passe par-dessus, ce qui attirait mes oreilles pendant que je jouais bêtement des rés, ça et ça, le privilège du bassiste, d'avoir tout l'univers sonore disponible pour ça. Donc en ça, jouer du violoncelle, c'est une chance. Il ne faut pas s'étonner que dans l'équateur à cordes, c'est très souvent les violoncellistes qui ont de la place dans leur tête, soit pour faire d'autres trucs musicaux, type arrangement, écriture, etc., soit carrément pour avoir le temps de s'occuper des billets de train et du management du groupe, hein, parce que les violonistes, pendant ce temps, il faut qu'ils bossent, quoi. Il faut les tresser, toutes ces guirlandes hyper virtuoses, hyper difficiles, hyper sensibles. C'est des funambules, les violonistes. Les violoncellistes ne sont pas du tout des funambules. C'est plutôt des... Il y a un côté paysan. Dans le grave, les approximations sont un peu mieux encaissées par l'instrument. Donc il y a ce confort-là, et en même temps, le violoncelle, c'est quand même un instrument passeport, passe-partout, qui peut imiter, comme je disais tout à l'heure, la guitare, la contrebasse, mais qui peut même imiter le violon aussi. Si on est vraiment déterminé pour ça, on peut se débrouiller dans l'extrême aigu, ou même dans le médium aigu, pour vraiment être dans la fine fleur du lyrisme, hein, et dans des trucs hyper délicats. C'est quand même un instrument particulièrement polyvalent en fait. Et pour ça, alors que je voulais faire de la flûte à bec au départ, qui aurait été exactement l'inverse, un Mhm. instrument très pointu et très spécifique, bah je savais pas qu'en satisfaisant au truc de ma sœur là, j'allais en fait choisir un truc vachement ouvert, et qu'aujourd'hui, j'estime que je suis un musicien polyvalent, que j'ai cette chance-là, et j'ai les oreilles qui se sont ouvertes très très tôt et de façon très très étendue, donc évidemment, il y a des musiques que j'aime plus que d'autres, mais je pense que c'est gros coup de bol en fait. Et le piano, bah, c'est l'abscisse et l'ordonnée quoi. Quand on peut apprivoiser d'un côté l'harmonie et de l'autre côté la solitude de l'instrument monodique, donc du solo, donc bah ouais, une fois, c'est comme moi je m'en sers tout le temps du piano pour mes élèves par exemple, pour leur faire entendre un truc que eux n'ont pas saisi dans l'accompagnement et tout ça me rappelle Xavier Gagnepin qui était toujours en train d'interroger ce que faisait l'élève, non pas par ce que tu fais là toi, mais peut-être ce que tu n'entends pas dans l'accompagnement. Donc voilà. Donc là j'ai fait à peu près mon chemin de jeunes étudiants s'ouvrant progressivement comme on papillonne et on butine et on découvre des trucs super. Et puis il se passe ensuite l'arrivée dans la vie professionnelle, où là c'est clairement tout est modifié ce jour-là. Je suis là, moi, avec mes cours de direction d'orchestre, mon quartet de jazz, je suis au CNSM à ce moment-là en violoncelle chez Philippe Muller.
qui est un prof très bienveillant, très fin, mais aussi très discret et très parcimonieux. Donc Muller, il disait un truc par semaine à tout casser, parfois il disait même rien. Et puis en fait, sur le moment, on se dit, mais j'ai fait tout ça, pour me retrouver avec un prof qui certes entend très bien, se rappelle de tout, et est très gentil, mais qui en fait, du point de vue du contenu pédagogique, la première impression, c'est très étonnant. Pourquoi tout le monde vénère cet homme qui dit en 5 ans moins de contenu pédagogique que Xavier Gagne-Pain en 1 heure de cours? Comment ça se fait? Et puis on comprend après. On comprend en fait que Muller, c'est une approche hyper homéopathique, voire psychanalytique, qui porte des résultats aussi très spectaculaires parce qu'en fait, il n'interfère pas, il ne rentre pas dans l'univers de l'élève et il se permet pas d'ingérence, mais par contre, dès qu'il y a le risque d'un tout début de sortie de route ou d'incohérence, là il dit ah, il met le doigt sur un truc qui a l'air anodin et en fait, en répondant à euh, ce point qui soulève, ben, on est obligé de mettre en œuvre plein de trucs et donc on se soigne soi-même, si je puis dire. C'est pour ça que je pense à l'homéopathie, quoi. Et Muller, donc il se passe quoi? Il se passe que je suis en 2e année au CNSM, j'ai tout ça, musique de chambre, orchestre, direction, euh, jazz, etc. Et j'écris encore parce que j'avais quand même trouvé un prof d'écriture en arrivant en région parisienne, avec qui j'avais un petit peu travaillé, pas beaucoup. Mais bon, j'avais pas perdu complètement. J'écrivais, j'ai arrangé encore un peu. C'était surtout le jazz qui m'occupait. Et là, le Quatuor Eben me propose de le rejoindre. Et donc là, bah, je les connaissais un peu. Évidemment, une perspective énorme de réalisation de plein de trucs. Je savais que c'était un groupe à l'énergie de travail folle, qui avait une intensité folle, et je savais aussi qu'il y avait cette potentialité d'aller explorer autre chose que le grand répertoire. Ils jouaient Rosamonde de Schubert et Ravel toute la journée, mais je les avais entendus aussi s'aventurer dans Minor Swing, enfin en bis après un concert. Ça avait d'ailleurs pas du tout plu au Quatuor Isaïe qui était leur prof. Toujours est-il que moi ça m'avait plu. Et donc, je réfléchis un peu, mais j'hésite pas longtemps. Je me dis, bah, c'est quand même. Je me rappelle très bien de mon beau-frère Emmanuel, à qui j'expose le dilemme. Je savais très bien que si je rejoignais le Quatuor Eben à ce moment-là, j'aurais fatalement beaucoup moins de temps pour toutes mes petites expériences et pour tout ce que je faisais. Et il m'a dit ouais, mais bon. C'est une opportunité extraordinaire. Il m'a dit si une fois dans ta vie tu peux faire du quatuor sérieusement, c'est quand même quelque chose de irremplaçable et incomparable à rien d'autre. Et je dis bon, ok. Puis moi j'avais, je me rappelle très bien de cette cassette que ma sœur m'avait filée quand je suis arrivé en région parisienne. Je sais plus qui, Quatuor de Ravel justement, et avec Debussy et Dutilleux. Et puis tout ça, ouais, ça m'avait parlé beaucoup. Donc j'y vais, et là, en quelques semaines, le glandeur que j'étais devient soumis à un rythme de travail complètement fou. On bossait 8 heures par jour, hein, c'était n'importe quoi. Le choc de l'aventure humaine de Quatuor, c'était parti pour 20 ans. Hein. Je ne savais pas, mais c'était parti pour 20 ans. Et il y avait tout de suite des objectifs de carrière, de concours, beaucoup d'intensité dans les concerts, une très grande prétention de changer les choses, de bousculer un peu les codes, un coup de pied dans la fourmilière, une vraie même soif de revanche sur un certain académisme stérile. Et là-dessus, je dois dire que même si je n'ai pas été d'accord avec eux, et je trouvais que mes collègues étaient un petit peu dans un délire, ils n'avaient pas tort dans leur délire. C'est-à-dire que il y avait un côté hyper névrotique qui est d'ailleurs complètement inhérent à la pratique même du quatuor à cordes, en fait. Puisque c'est très spécial d'aller se mettre dans une telle promiscuité avec 3 personnes au quotidien. Dire, tous les quatuors qui le vivent vraiment comme quatuor full-time, ils savent très bien de quoi je parle. Et c'est un vrai sujet. C'est un exemple de micro-société, un engagement véritable. Un engagement véritable qui a souvent été comparé à l'engagement marital ou à l'engagement religieux, apostolique. Ah oui, ok. Oui, il y a beaucoup d'encre qui a été versée là-dessus, sur ce thème. L'engagement du quartettiste, c'est pas un truc qu'on fait à moitié, parce qu'on donne pas seulement de son temps, on donne vraiment de sa personne, au sens de sa personnalité. On est obligé de devenir le quart d'une entité artistique, donc
on est obligé de se livrer et en même temps de se brimer beaucoup. Enfin, c'est très spécial de s'accommoder de choses qui peuvent faire horreur chez l'autre. L'enfer, c'est les autres. Ça, j'ai écrit un petit texte sur le Quatuor dans lequel je dis, en gros, pour moi, la pratique du Quatuor, ça se résume à 2 citations, 2 grandes maximes. L'enfer, c'est les autres, donc Sartre, et le tout est supérieur à la somme des parties, Aristote. Et là, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vraiment vécu ça comme ça. Et on peut pas faire mieux qu'un Quatuor, d'une certaine manière. On touche un sommet d'équilibre, une recherche d'absolu, mais on ne peut pas y aller en se cachant. Hein. Donc on se livre, donc on se connaît par cœur, donc on finit par faire famille, donc par s'entretuer aussi. C'est vraiment très spécial cette histoire-là. Et à travers le Quatuor à cordes, 20 ans d'une activité autour de 100 concerts par an, hein, quand même. J'ai fait 2000 concerts de Quatuor. Donc ça marque. Quand j'ai quitté le Quatuor, je me suis regardé dans la glace, je savais que je n'étais pas prêt à faire 20 ans de plus avec cette priorisation du Quatuor sur tout le reste. Donc il y avait une forme d'honnêteté à avoir avec les 3 autres. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus vraiment prêt à me donner autant. J'ai lu un bouquin qui retraçait l'histoire du Quatuor Amadeus quand j'étais justement dans cette période-là où je venais d'entrer là-dedans et je m'interrogeais. Et ce bouquin était en anglais. Et j'étais pas très fort en anglais. Et je me rappelle très bien que j'avais lu, mais genre 300 fois le mot commitment. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc quand j'ai compris ce que ça voulait dire commitment, et que ce mot-là revenait presque toutes les pages dans ce bouquin, et que très juste, c'est absolument l'engagement. Et ensuite, j'ai lu le livre de Sonia Simenauer sur le Quatuor à cordes, qui s'appelle Musses Sein, qu'elle a traduit ensuite en français, mais la première édition la toute première était en allemand. Et j'ai vu, pareil, 200 fois le mot Verpflichtung, qui veut dire, pareil, engagement. Et ce mot que j'ignorais également, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les gens qui écrivent sur le Quatuor à cordes ne peuvent pas passer à côté de cette notion-là d'un engagement qui est total et qui dépasse l'engagement pour une famille. Moi, j'ai 5 frères et sœurs. Au bout de quelques années de Quatuor, je suis arrivé au constat que je connaissais beaucoup mieux mes 3 collègues de Quatuor que mes frères. Alors que Dieu sait que mes frères, j'ai grandi avec et qu'ils m'ont toujours... ils ont fait autorité. C'est mes grands frères. Donc j'ai rejoué un truc de ma vie d'enfant, de famille nombreuse, dans le Quatuor. Et donc c'est pour ça que il ne s'agit vraiment pas que de musique, là. Il s'agit vraiment d'un truc total. Et le violoncelle, encore une fois, est une porte d'accès là-dessus qui est privilégiée, je pense, même si c'est dur d'être violoncelliste de Quatuor. C'est très dur, parce qu'on n'est pas du tout supposé apporter dans un Quatuor ce qu'on a appris au conservatoire. En gros, pour jouer du violoncelle au conservatoire, on apprend à faire avec ce gros instrument un truc qui fait plaisir parce que ça fait vibrer, parce qu'on est tous là avec notre prélude de la première de Bach, ou alors avec nos premières sensations, avec un peu les saucissons romantiques, les Romberg et les Goltermann, mais aussi avec l'extrême finesse quand on aborde Schumann, ou quand on aborde Debussy, etc. Le violoncelle, c'est un instrument quand même très soliste. On joue le concerto de Saint-Saëns, c'était ça la révélation adolescente, c'était le concerto de Saint-Saëns, comme tout le monde en fait. Après on va jouer Lalo, on va jouer évidemment Dvorak, et puis ces trucs-là, c'est cliché, mais c'est vraiment inhérent à l'instrument. Et quand on se fait du Quatuor comme violoncelliste, c'est plus du tout la même chose. On n'est plus du tout dans la fonction solistique et démonstrative, on est dans la fonction structurelle, fondatrice, porteuse. En fait, jouer du violoncelle en Quatuor, c'est un petit peu être un Fenwick. C'est-à-dire, on doit toujours un peu porter les palettes, quoi. Si la palette pèse une tonne, c'est le Fenwick qui fait que ça peut rouler. Et tout le monde s'en fout du Fenwick. C'est comme les contrebasses à l'orchestre. Les contrebasses à l'orchestre, personne ne les écoute. Mais c'est quand il n'y en a pas qu'on se rend compte que l'orchestre, ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucune chance. Le violoncelle en Quatuor, c'est un peu ça. Bien sûr, on a tous le solo de La jeune fille à la mort dans la tête, donc le violoncelle, quand il sort comme soliste du Quatuor, il y a un côté de grande récompense. Mais combien de solos dans le répertoire pour combien de toniques et de dominantes dans les Quatuors de Haydn et de Mozart? Le ratio, il est quand même assez faible. Chez Beethoven, il y a bien sûr beaucoup de solos de violoncelle. Mais malgré tout, pour poser les bonnes basses de tous les opus 18,
pour vraiment tenir le tempo et la structure harmonique pour tout le monde dans les Razumovsky, pour tenir les micro-motifs dans l'extrême grave, là où ils sonnent pas très clairement dans les derniers opus, là il y a tout un artisanat du violoncelle qu'aucun prof ne va demander à un élève d'apprivoiser au départ. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Personne n'a envie de travailler toradim, taridim, des choses comme ça, ou tam, tagadatatam, fin de l'histoire. C'est pas du tout par là qu'on a envie de faire du violoncelle. Donc le quatuor oblige ça, et c'est hyper intéressant. On apprend à raccourcir les archets, à densifier le son, à avoir un signal hyper clair, donc une intonation. C'est surtout mon rapport à l'intonation qui a été complètement transformé par les années de quatuor. Maintenant, je supporte plus de pas savoir exactement où est-ce que je pose les doigts quand je joue un truc en solo et tout. Donc je m'arrache les cheveux là où ça sert pas à grand chose. En quatuor, c'est indispensable. En dehors du quatuor, honnêtement, c'est quand je refais un projet avec piano, en trio, en quatuor avec piano, cette liberté, cette espèce de marge d'erreur, d'absorption, d'un coup on se dit ah oui bon ça va en fait ça va sonner, mais c'est étonnant donc il y a un vrai risque de déformation professionnelle aussi dans le quatuor. Et ça c'est je pense cet écart entre ce qu'on apprend au conservatoire et ce qu'on doit faire en quatuor est beaucoup plus grand pour un violoncelliste que pour un violoniste, forcément. Okay. En tout cas que pour un premier violon. Parce que le premier violon, il est en fin d'études, il joue pour la première fois le concerto de Mendelssohn en mi mineur, et après quand il va jouer l'opus 44 numéro 2 en mi mineur de Mendelssohn, bah, il va avoir presque la même phrase sur la même corde avec les mêmes doigtés et à peu près dans le même caractère. Bah oui. Alors que nous, on a commencé avec le concerto de Saint-Saëns, et on n'a pas travaillé la partie de contrebasse du concerto de Saint-Saëns. On a travaillé la partie de solo. Donc après, tac, on revient en quatuor, tout change. Ça, c'est vraiment un phénomène pour lequel je blâme personne, mais il se trouve que maintenant, je n'enseigne plus du tout le violoncelle. J'ai à la fois ni la présence pour être dans un suivi suffisant pour le même élève ou la même élève, mais aussi, je m'estime quand même moins légitime pour ça, alors qu'en musique de chambre, 20 ans de quatuor full-time, je peux en parler. Enfin, c'est vraiment le sujet dans lequel je suis devenu très, très, très familier. Et mes élèves, je leur dis ça. Je leur dis, vous êtes violoncelliste, donc c'est le moment de changer un peu dans votre couteau suisse. Il faut utiliser l'autre outil, celui que vous n'aviez pas à l'esprit quand vous avez choisi cet instrument, en fait. Moi, je suis arrivé dans le groupe en 2002. Les premières années, c'était se faire connaître, gagner des concours. On a gagné Bordeaux en 2003, enfin gagné, peu importe. On a eu le deuxième prix ex aequo, premier prix non attribué. Et surtout, on a gagné le concours de Munich en 2004. Les concours, c'est compliqué à gérer parce que si on donne le premier prix à chaque fois, il y a un côté, c'est attendu, mais c'est important de parfois pas donner un premier prix. Parce qu'on est en droit d'attendre un certain niveau d'excellence qui peut ne pas avoir été atteint. Enfin, ça arrive. Pour nous, c'était bien, c'était un beau signal et c'était pas un couronnement. Donc on a poursuivi et on a été véritablement couronné l'année d'après. Parce qu'à Munich, on a eu le premier prix, mais on a eu 4 prix spéciaux, le prix du public, meilleure interprétation de ci, de ça, etc., etc. Et Munich, c'est l'ARD, donc c'est le grand concours public de la radio-télé d'État allemand, l'Allemagne étant ce pays de musique culturellement. Il faut aussi se rappeler de ça. C'est que nous, les Français, on peut les regarder avec jalousie ou je sais pas quoi, ou avec parce qu'ils ont quand même la culture germanique et autrichienne. Ils ont produit les compositeurs les plus joués dans le monde et les 300 ou 400 années de musique qui nous précèdent sont avant tout, je ne dis pas que c'est un jugement de valeur, c'est plutôt une affaire d'échelle. C'est-à-dire, si on totalise le nombre de minutes de musique écrites par Bach et qui sont des minutes qui ont fait tourner la machine, si on met ça en rapport avec les plus grands compositeurs français, russes, anglais, espagnols ou de n'importe où, on se rend bien compte qu'il y a dans cette culture-là quelque chose de fondamentalement musicien. Et que nous, en France, on a plutôt une culture extrêmement littéraire. Mais alors par contre, l'intensité et la largeur de l'éventail littéraire français, ça peut faire baver plus d'un Allemand. Et d'ailleurs, la largeur du vocable, la finesse des tournures grammaticales, l'accroche poétique, l'absence d'accent tonique, enfin toutes ces choses-là,
effectivement, la culture française est une culture de lettres. De la même manière qu'on pourrait dire que la culture italienne est une culture d'art plastique, ou enfin, d'art architectural et plastique. Quel Français va dire oui, l'Italie c'est bien joli, les peintures, les sculptures, les villages et l'architecture et tout, mais quand même, en Bretagne, non, j'adore la Bretagne, mais il faut être clair, quand on va en Italie, n'importe quel village, il y a une fontaine, il y a un vestige, il y a une relique, il y a une ruine, dans l'église un tableau. Voilà, c'est un pays d'art plastique. C'est comme ça. C'est l'histoire de l'Europe avec sa diversité et sa richesse. Et donc, nous, on s'est trouvé à gagner le plus grand concours du plus grand pays de musique, ou en tout cas du pays qui a le plus grand marché de musique. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, contrairement à chez nous, et nous, on se dépêche de s'aborder le peu qui nous reste, mais alors eux aussi, mais il leur en reste plus au départ, parce qu'en Allemagne, n'importe quel bled de moins de 5000 habitants, il y a une petite saison de concert, de musique de chambre. N'importe quelle école, ils sont quand même tous fait de la chorale pendant un certain temps, ils ont tous un instrument à la maison. Il y a cette prise avec la musique, elle est répandue de partout. Et en France, il y a plein de familles qui ignorent totalement la différence entre un instrument polyphonique et un instrument mélodique, ou qui n'ont jamais récité Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça peut arriver. Donc, parce que la musique, elle est souvent même ignorée à l'école primaire. Donc, pour peu qu'une famille ne s'y intéresse pas, il peut ne pas avoir la moindre trace de musique en France. Ça peut arriver. Et donc, pour nous, petits Français qui gagnons le concours de Munich, il y a eu un côté trompette et tambour, hop, tac, la grande carrière qui commence. Et c'est vrai. C'était vertigineux. Le soir des résultats, notre agenda s'était rempli d'un coup. On avait toute l'année remplie de concerts. Ça, c'est incroyable. En quelques heures. On sortait de scène, les gens, il y avait une sorte de ruche là. Alors évidemment, ce n'était pas les grandes salles, mais il y en a tellement des salles. Donc on a fait notre carrière allemande entre 2004 et 2006, 7, 8, là à peu près. Ça ne veut pas dire qu'on ne jouait plus en France, on a joué en France, ça veut dire qu'on s'est internationalisé gentiment, on est allé jouer au Brésil, au Japon, mais ça a pris des années. En Allemagne, tout de suite, ça a été le feu de paille, d'un coup, partout. Et on a apprivoisé la culture allemande, les trains allemands, les hôtels allemands, la nourriture allemande, la langue allemande. Moi, je parlais déjà allemand, alors là, j'étais soumis à un rythme, tous les jours, il fallait traduire plein de trucs. Donc j'étais le monsieur relations publiques du Quatuor, parce que j'étais le germanophone et qu'il fallait quelqu'un pour s'y coller. Et ces années-là, je faisais du Quatuor, et j'avais laissé en stand-by la direction d'orchestre, laissé en stand-by mon quartet de jazz. C'était vraiment tous mes œufs dans le même panier avec le Quatuor. Mais je n'avais pas renoncé à rien de tout ça, et j'avais notamment écrit mes premiers arrangements pour le Quatuor. Immédiatement, ça je savais. D'ailleurs, quand j'ai rejoint le Quatuor, c'était presque un deal. C'était ok, je viens et je viens en totalité, mais votre petit Grappelli Django Reinhardt là que j'ai entendu l'autre jour, ça je veux bien continuer. Et puis on a avec Pierre, le premier violon, qui était très très friand de toutes les musiques d'ailleurs, mais notamment de jazz, funk, pop, etc. Lui, les répètes, c'était impossible de lui dire range ton violon, on rentre à la maison. Non, il fallait toujours qu'il improvise pendant un quart d'heure. On l'attendait sur le seuil de la porte, et puis parfois on jouait avec lui. Et les répètes se terminaient souvent par un mini buff ou une connerie comme ça pour se détendre. Et puis de ça, il y avait quelque chose à faire, donc j'ai écrit les premiers arrangements. On les a fait ensemble aussi, on a souvent écrit ensemble. Je dis je parce que j'étais le plus, disons, capé pour ça. J'avais composé adolescent, j'avais suivi des cours d'écriture, donc et j'avais cette oreille harmonique déjà assez structurée. Je savais identifier très vite un accord, une septième jargon, mais une septième d'espèce mineure avec une septième majeure. Voilà une couleur, par exemple. Si on sait ce que c'est, on le reconnaît tout de suite. C'est vraiment comme une couleur. Do du do du par rapport à do du do oui, ça change tout. Une seule note, un seul demi-ton, ça change tout. Et cette écoute-là que j'avais, je m'en suis servi très vite. Donc je me rappelle très bien un camping en Bourgogne en 2003, où on était là, on va faire une opérette d'Offenbach à moitié en vacances. Et je me rappelle avoir écrit un arrangement de Libertango à ce moment-là, pour le Quatuor, parce que j'avais juste envie qu'on joue Libertango. Mais j'ai fait un arrangement hyper personnel, je ne me rendais pas compte que ça allait changer ma vie, ce truc-là. Parce que je l'ai écrit,
avec Pierre. Pierre a écrit quelques bouts de ce truc-là. On l'a d'ailleurs souvent on s'est un peu disputé parce que c'était un arrangement que j'ai dû en écrire 80% ou 85%. Mais du coup, pour simplifier, c'était mon arrangement. Et lui, il disait, mais attends, c'est aussi le mien quand même, on l'a fait ensemble. Et c'est une vraie question, le partage des droits d'auteur et de la légitimité, de la reconnaissance, de qui a fait quoi. On est des humains. Hein. Et pourquoi ça a changé ma vie? Parce que cet arrangement, quelques années plus tard, donc ça a lancé une dynamique. Il y a eu des afters, quoi. On préparait notre concours à Munich, mais dans les stages, les académies où on préparait ce truc, de temps en temps, un petit bœuf, tac, on faisait un Miles Davis par-ci, un petit machin par-là, un Footprints de Wayne Shorter. C'était essentiellement du jazz, parce que moi, je venais de là. C'est ça, ma culture extra-classique, à moi, elle est surtout jazz. Tout ce qui était pop américaine, notamment, je connaissais ça très mal. Eux, ils connaissaient super bien, et on s'est souvent un peu chamaillé là-dessus. Parce que je passais pour le snob de service et tout, alors que c'était pas nécessairement une affaire de mépris ou d'estime, mais juste chacun vient avec sa culture, quoi. Donc ça a pris de la place, ça s'est développé. Faire du jazz en quatuor, c'est vraiment devenu un truc qu'on a tenu à développer. C'était d'abord un bis ou deux bis, et puis après il y a eu des demi-concerts, et puis on a joué avec un batteur régulièrement, puis ça a ouvert. Ça s'est développé, et ça a fini par faire des albums emblématiques, parce que donc la carrière s'est développée. On a eu ce contrat avec Virgin Classics, qui est devenu Erato, et le premier disque Fiction, et après il y a eu tous les classiques, Mozart, Mendelssohn, etc. Deuxième disque jazz, ça a été Brazil, donc très très bossa nova, mais pas seulement. Troisième, ça a été Eternal Stories avec Michel Portal. Là, ils en font un maintenant, parce que donc on est resté en bon terme. Moi, je suis plus dans le groupe, mais on travaille encore ensemble et tout ça. Ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que moi, j'étais à fond avec ça. C'était même la principale raison de rejoindre le Quatuor Eben quand ils m'ont invité, c'était de aussi utiliser le Quatuor comme outil d'improvisation, d'arrangement et d'exploration du jazz et les répertoires non classiques, ou en tout cas dont l'oralité avait une grande part. Que tout ne soit pas écrit par quelqu'un d'autre et qu'on ne se mette pas seulement au service d'un message écrit par quelqu'un d'autre. Fasse aussi nous-mêmes un peu d'écriture et d'improvisation et de l'usage de notre liberté. Ça a changé ma vie parce que quelques années plus tard, on a joué à la Philharmonie de Berlin et en bis, on a joué Libertango, cet arrangement. Et à la suite de cette soirée, le frère d'un ami, qui se trouvait être pianiste et chef d'orchestre, vient me voir et me dit « Est-ce que tu peux écrire une pièce pour quatuor concertant et orchestre ?» Donc en gros, est-ce que tu peux convaincre le Quatuor Eben de venir jouer en soliste une pièce que tu auras écrite toi-même avec mon orchestre? C'était ça son truc. Lui, il dirigeait le Klangforum Mitte Europa. Il s'appelle Christoph Altstedt. C'est le frère de Nicolas Altstedt, qui est un de mes amis les plus proches. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me rends compte que j'ai écrit un arrangement suffisamment fouillé et dense et structuré et puissant pour que quelqu'un me passe ma première commande de compositeur. C'est quand même pas la même chose, arranger un Piazzolla et composer une pièce de son cru, quoi. Donc je réfléchis très longtemps, et au bout de quelques mois, je lui dis « Ok », on était en 2008, il m'avait dit « Oui, prends ton temps, ça peut être par exemple pour ce que tu veux ». Il m'a dit « Carte blanche totale, si tu veux écrire un concerto pour quatuor à cordes et ensemble à vent, ou un quatuor à cordes et orchestre de mandoline, ce que tu veux, je m'arrangerai, mais il faut que ce soit le Quatuor Eben et que ce soit toi ». Et j'ai réfléchi, ensuite j'en ai parlé au Quatuor, ils ont dit « Ok, si tu veux ». J'ai dit, on était en 2008, j'ai dit « J'ai jamais fait ça ». Je commence, je te garantis rien, et 6 mois plus tard, il m'avait dit 2010, on peut voir, ça peut. Et je lui dis non, 2010, j'y arriverai pas. Donc ça s'est terminé, on a fait cette création en 2011. Donc j'ai eu 3 ans pour écrire mon opus 1. Et cette pièce qui dure 15 minutes, ça m'a obligé à rassembler tout ce que j'avais acquis et accumulé et appris à aimer dans le langage harmonique, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pas seulement, quand on a passer des semaines entières à bosser le 3e quatuor de Bartók, c'est pas seulement pour réussir à bien le jouer et pour réussir à l'entendre, c'est aussi pour comprendre par quel miracle 15 minutes de musique tiennent parfaitement en équilibre et pourquoi 15 autres minutes de musique écrites par quelqu'un qui aurait tout autant d'aisance d'orchestration, tout autant de propositions harmoniques, tout autant d'inspiration, de contre, ça peut faire flop parce que structurellement ça tient pas debout, parce que le rapport entre les événements dans le temps ne s'intrigue pas bien, et ça, tous les compositeurs le savent. Avoir un langage ne fait pas tout. Il faut une histoire à raconter. Et puis l'histoire, il faut savoir la raconter à un certain rythme, avec une certaine...
aménager des silences, aménager des... Bref, donc toutes ces questions-là, je les ai mises en vrac. Je me suis enfermé pendant plusieurs semaines, à chaque fois que j'avais des vacances. C'était vraiment comment faire cet opus 1. Et il y avait un côté, j'avais rien à perdre, personne ne m'attendait, j'étais inconnu. Et de l'autre côté, il y avait, c'est une chance unique. Jamais on me redonnera une telle chance. Et je peux dire que ces 3 ans de travail, le résultat est pas mal. Franchement, mon opus 1, il y a de la naïveté, mais il y a des choses vraiment réussies, dont je suis encore très fier aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé ma carrière de compositeur comme ça. Alors, carrière de compositeur, c'est hyper pompeux. J'écris à tout casser une œuvre par an, et encore, j'écris peu. Mais c'est devenu un truc dans lequel j'ai pris suffisamment confiance, et je me sens quand même assez légitime à faire ça. D'autres compositeurs m'ont dit, ben oui, bien sûr que tu es légitime. Ce que tu as fait, c'est vraiment parlant, pertinent. Donc ça m'a réconforté. Et puis l'œuvre a eu un certain succès. On l'a rejoué. On l'a créé à Cracovie, on l'a rejoué à Munich, on l'a rejoué quelques années plus tard à Los Angeles. Donc ouais, ça franchement, je ne pensais pas. Quand j'avais 20 ans, je me voyais bien devenir justement violoncelliste de jazz. C'est pour ça que c'est très drôle l'histoire avec Vincent, parce que mon voisin soit presque l'homme qui m'a donné envie de devenir musicien, il ne peut pas le savoir, il est pour rien en fait. Et le hasard a voulu qu'on soit voisins. Mais moi, quand j'étais ado et que je ne savais pas quoi faire de ma vie, j'aimais le jazz, je jouais du violoncelle, j'adorais le violoncelle, je voulais renoncer à rien, et donc ça m'a semblé comme un raisonnement logique de j'ai qu'à devenir violoncelliste de jazz. En fait, c'est pas ce que je suis devenu, même si j'ai fait pas mal de jazz et j'en fais encore de temps en temps au violoncelle, pas du tout comme lui et pas du tout au même niveau ni d'intensité ni de maîtrise, mais par exemple, ces innombrables concerts orientés jazz avec le Quatuor Eben, où j'ai tenu une partie de contrebasse sur un violoncelle, sonorisé et tout ça, je peux faire des heures et des heures de walking bass à condition de ne pas avoir d'ampoule, en ayant une certaine aisance qu'un contrebassiste ne peut pas avoir parce que c'est tellement plus grand. Enfin, c'est mini contrebasse hyper souple, hyper... D'ailleurs, quand on a joué avec Bernard Lavillet, il y avait parmi ces excellents musiciens, il y en a un qui est aussi violoncelliste et qui m'avait dit « Ah oui, mais en fait, c'est génial d'utiliser le violoncelle comme ça, mi-guitare, mi-contrebasse. » Tout ça, c'est de l'artisanat, mais on peut s'en servir pour de l'art. De toute façon, nous, musiciens, on est forcément artisans. On ne peut pas être que artiste, il ne faut pas rêver. Et d'ailleurs, souvent, c'est dans l'artisanat qu'on a les plus belles satisfactions. C'est même de ça dont on est souvent complètement addict. Par exemple... moi, je ne sais pas pourquoi, quand je passe une journée où il n'y a absolument pas de musique, le soir, je ne suis pas bien, je ne peux pas trop m'endormir. Mais je peux avoir juste écouté un bout de La Passion selon Saint Jean, ça peut me faire ma journée, ça peut suffire. Je n'ai pas besoin d'en faire tous les jours. Mais par contre, après 20 ans de quatuor, maintenant que je ne suis plus violoncelliste, le violoncelle, il est là dans un coffre-fort, je le sors une fois par mois quand j'ai un truc à jouer. Parfois moins souvent. Et d'ailleurs, j'ai plus la corne, ça fonctionne plus comme un... Donc, il faut faire attention avec ça. Le côté athlétique, faut pas le négliger. Mais il y a un effet de réalignement. Je reprends mon violoncelle, ça me réaligne. Alors que maintenant, ma vie, c'est de la direction d'orchestre avant tout. Toutes les semaines, j'ai un programme à préparer, une saison à programmer, des coups de fil à passer, des orchestres à apprivoiser, des œuvres ça prend un certain temps. Donc, le temps de faire du violoncelle, il est réduit, très réduit. Mais c'est resté ce truc-là ça me remet bien dans mes pompes. Donc ça prouve quand même que je me vante volontiers d'être polyvalent et un peu indépendant. En fait, je suis quand même dépendant de cet instrument. J'en ai besoin. Parce que quand je le reprends, même pour jouer 5 minutes, même si il n'y a rien qui fonctionne, c'est une drôle de vibration. Hein. C'est un truc qui ressemble à rien d'autre. Mes enfants font du violon. J'essaye de saisir comme ils en font, ils sont tout petits, c'est le début, donc c'est très facile d'essayer de faire la même chose qu'eux. Mais passer 40 ans la main comme ça, l'autre main comme ça, ça, c'est dans le dos, dans la posture, c'est pas du tout intuitif en fait, très différent. Alors là, on avance dans le temps. Mon entrée dans le quatuor de 2002. Pour résumer, les premières années, la carrière qui se développe, on part un peu avec le jazz dans notre escarcelle, un peu dans tous azimuts. Et puis il y a beaucoup d'enregistrements, beaucoup de projets, une très très belle carrière de quatuor qui s'affine, qui se confirme et qui s'amplifie.
En 2014, il y a un événement crucial. On joue au Carnegie Hall à New York et en sortie de scène, le directeur de l'époque, il sort, il dit bon, super, j'ai adoré, merci beaucoup, à bientôt. Et en fait, c'était quoi le à bientôt? On a su quelques semaines plus tard par notre agent, il nous invitait pour l'intégrale Beethoven en 2020. 6 ans à l'avance. 6 ans à l'avance, le gars dit intégrale Beethoven 2020 pour les 250 ans de Beethoven, ce sera eux. Donc là, le truc, c'est la consécration pour un quatuor à cordes, un truc pareil. Carnegie Hall, c'est pas tout à fait n'importe où. Et l'intégrale Beethoven, c'est l'Everest des quatuors à cordes. Donc, on réfléchit et on finit par dire oui. Non sans turbulence. Ça a déclenché le départ de Mathieu, qui était notre altiste, parce que quand il a su qu'il fallait rempiler pour 6 ans, alors qu'il était déjà en train de vouloir partir du groupe, et qu'il y aurait cette intensité-là, et ça, donc ça a fini par... En fait, il s'est dit, bon, donc on a dit oui, mais on a perdu quelqu'un en cours de route. Enfin, c'est quand même pas rien, hein, ce genre de choix. S'engager sur 6 ans. Mais de toute façon, il y avait déjà beaucoup d'eau dans le gaz, et puis lui, il était temps qu'il passe à autre chose. C'était son chemin de vie aussi. Enfin, ça, c'est la vie d'un groupe, et je peux pas juger, puisque moi, il m'est arrivé la même chose quelques années plus tard, en fait. Mais on se lance dans cette intégrale Beethoven. Donc vous vous lancez avec un nouvel altiste? Oui, et même avec 2 nouveaux altistes, on ne savait pas, parce qu'on a d'abord eu Adrien, mais Adrien est reparti du quatuor en 2017, donc Marie est arrivée en 2017. Donc en fait, c'est avec Marie qu'on a fait l'intégrale Beethoven en 2020, mais on l'a enregistré tout autour du monde en 2019, un enregistrement sur chaque continent. On s'est retrouvé à enregistrer du Beethoven à Nairobi, dans une salle de cinéma toute pourrie, en allant visiter un bidonville la veille et l'avant-veille. Une expérience absolument, à elle toute seule, le film documentaire, il durerait des heures. C'était absolument incroyable. Une expérience sans pareil. Mais on est aussi allé à Sao Paulo et à Rio. On est allé jouer pour des Maoris dans un collège en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, il y avait un disque enregistré. Donc il y a un disque à Melbourne, un disque à Nairobi, un à Paris, un à Vienne, un à Philadelphie, un à Tokyo et un à Sao Paulo. Donc il y a 7 disques pour l'intégrale Beethoven. La boîte, on en est très fiers. En fait, cette boîte, c'est un petit peu la substantifique moelle de ces 20 ans que j'ai passé avec le quatuor. C'est-à-dire que c'est avec ça que j'ai eu cette sensation très profonde. Je me suis beaucoup donné pour ce projet-là. Pierre bossait son violon comme un fou. Il a fait presque tous les montages des disques. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et moi, j'ai donné tout ce que je pouvais dans la conception, l'accompagnement, le suivi du projet, dans tout ce que ça avait de relationnel, de presque politique, le message apporté de ça. J'ai écrit un long journal de bord qui est dans le disque. À l'époque, j'ai aussi écrit une préface pour un bouquin sur Beethoven réédité. Donc je m'étais lancé dans un truc beethovenien total, quoi. C'était ma manière à moi de me donner vraiment pour le quatuor plus que je l'avais jamais fait. Et je sentais bien qu'il y avait un truc, un sommet à atteindre. Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas l'énergie pour refaire 20 ans derrière. Donc j'ai senti ça, et puis j'avais créé mon orchestre en 2014, qui faisait son petit bonhomme de chemin, et puis mon orchestre, qui s'appelle Les Forces Majeures. C'est un projet qui s'est aussi vachement orienté, parce que j'ai fait des tournées à vélo avec cet orchestre, et les tournées à vélo ont ouvert une porte sans que ce soit prémédité, d'abord pour faire un projet dans un espace-temps complètement différent, avec des valeurs très différentes à porter. Et moi qui suis un éco-anxieux depuis toujours, il y avait aussi cette fatalité, pourquoi prendre autant l'avion et pour faire juste de la musique, il y avait un truc que j'arrivais pas à... les fils qui se touchent, quoi. Il y avait un bug, j'arrivais pas à accepter ma vie comme telle qu'elle était aussi de ce côté-là. Et en 2019, les disques sont faits, 2020, on part autour du monde pour jouer l'intégrale Beethoven, parce qu'en 2019, on l'enregistre, c'est pas du tout la même chose. En 2020, on était invité à New York, mais du coup, dans le prolongement, il y avait Hambourg, Munich, Vienne, Paris, et puis encore 2 ou 3 grandes villes qui avaient acheté l'intégrale. Donc, qui avaient acheté 6 concerts du Quatuor Eben. Grosse prise de risque, billetterie, donc un énorme truc pour les 250 ans. Et là, le Covid, tout par terre. Le Covid, tout écroulé. Tout ce dont on rêvait depuis des années, ce dont on a vraiment... Ça faisait 6 ans que ce truc était en gestation. Et évidemment, on a perdu beaucoup d'argent. Donc ça a été un moment un peu compliqué à gérer. On a quand même pu jouer l'intégrale Beethoven, on a quand même pu l'enregistrer aussi en concert, en vidéo, à la Philharmonie de Paris, mais
Et là, le Covid, plus dans ma vie privée, un nouvel enfant, plus le projet d'orchestre, les forces majeures, les projets tourner à vélo, beaucoup de choses qui bougent. Et 2021, 9 mois sabbatiques prévus depuis toujours. Donc, quand on a signé pour l'Intégral Beethoven, il était convenu qu'on allait bosser tellement qu'il fallait aménager ce sabbatique. Et pendant les 9 mois sabbatiques, en fait, je me suis vraiment occupé de mon orchestre, j'ai vraiment préparé des arrangements, faire des actions culturelles, aller faire chanter des collégiens à Pierrefitte et à Bobigny, des choses vraiment qui n'avaient rien à voir avec cette carrière planétaire de Quatuor. La proximité, du chercher comment une autre manière de faire du sens, quoi. Et j'ai aussi compris que le violoncelle n'était pas au cœur de tout ça. Enfin, j'avais pas besoin de violoncelle non plus pendant ces 9 mois sabbatiques, que j'en ai joué bien sûr, mais pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Donc jamais vous avez finalement fait ces concerts? On en a fait quelques-uns, mais parfois sans public à cause du Covid. Beaucoup de concerts ont été annulés ou reportés. En fait, ils ont reporté un certain nombre de concerts Intégral Beethoven pour 2027, puisque en 2027, Beethoven fêtera les 200 ans de sa mort, alors qu'en 2020, il a fêté les 250 ans de sa naissance. Et j'espère qu'il n'y aura pas un autre Covid en 2027, c'est tout. Et donc mon orchestre, les forces majeures, tournait à vélo. Mon acolyte, directeur de l'orchestre, qui lui est un passionné de production en milieu rural et un cycliste infatigable. Lui, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, pour faire des tournées d'orchestre à vélo. Et il conçoit une tournée d'orchestre Grenoble-Genève, 2 semaines, en avril 2022. Et c'est cette tournée, un peu comme l'histoire de la création pour le Quatuor et Orchestre, qui a changé ma vie. Ça, la tournée en 2022, ça a aussi totalement changé ma vie, mais peut-être même encore plus. Pourquoi ? Parce que en clôture de cette tournée, on a fusionné avec l'Orchestre de Chambre de Genève pour un concert au Victoria Hall de Genève. Ça faisait 2 semaines qu'on était on jouait 20 km de vélo le matin, concert le midi, du vélo l'après-midi, concert le soir, tous les jours. Fatigant, hein ? 15 musiciens et une expérience humaine incroyable. Incroyable. Ça, vraiment incroyable. Et donc on arrive à Genève, on joue avec l'OCG, puis l'OCG, ce concert était un immense moment d'évidence. Pour des raisons multiples, ça s'est passé. De temps en temps, tu sais pas pourquoi les planètes s'alignent, l'accroche se fait, mais sans aucun problème. Et en fait, à la sortie de ce concert, je crois comprendre qu'ils cherchent un directeur musical, mais que ça devient urgent. Bon. Et puis, je redescends un peu de mon nuage, et puis je finis par comprendre que en fait, c'est peut-être ça, le grand virage de ma vie qui résonne avec le fait que je savais que j'allais pas faire 20 ans de Quatuor de plus, quoi. Et donc finalement, je postule, j'obtiens le poste. Donc, voilà, la grande page du Quatuor se tourne parce que cet orchestre me déroule un tapis rouge, quoi. Et ça, c'est très dur à assumer. C'est très très dur. Quand on a été au cœur d'une aventure humaine aussi intense qu'un Quatuor à cordes full-time, sauter du train en marche, c'est pas seulement un effort à faire pour soi, c'est aussi un truc dont les 3 autres doivent comprendre les tenants et les aboutissants, sinon c'est très très douloureux. Donc heureusement, ils ont compris, ils ont une très grande hauteur de vue et on a vraiment pu finir cette... je me rappellerai toute ma vie la tournée de l'été 2022 parce que j'avais déjà posé mon dossier, passé mon entretien d'embauche, j'avais pas encore la réponse. Pendant 4 mois, j'étais au milieu du gué. Je savais pas si j'aurais ce poste à Genève. Et comme disait très justement Pierre, il disait bah oui, d'accord, tu sais pas si tu auras le poste, mais de toute façon, tu as candidaté. Donc si tu n'as pas celui-là, tu vas en vouloir un autre, un poste. Donc ça veut dire que tu es déjà parti en fait. Donc, avec cette grande sagesse, alors que moi j'avais peur que tout simplement on se heurte, parce que les divorces c'est pas toujours évident, quoi. Et ça, c'est le divorce le plus réussi de ma vie. Parce que du coup, ils ont eu cette intelligence-là, la tournée était limpide, on a très bien joué pendant tout l'été, les concerts c'était des moments de joie, de vrai... on a pu ensemble faire honneur à tous ces 20 ans de travail ensemble. Et ensuite je me suis cassé le bras, et donc là ils ont été obligés d'accélérer le processus, quoi. Je me suis cassé le bras en octobre, et moi je prenais mes fonctions à Genève en septembre 2023, donc il leur restait 9 mois pour trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau. Et c'est dur, ça demande de remettre un vocabulaire à plat, trouver quelqu'un qui a les compétences violoncellistiques. Il y a beaucoup de gens qui jouent très bien du violoncelle, mais par contre c'est aussi une affaire de complémentarité des personnes. Donc il y a un côté très
individuelle, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi le meilleur des violoncellistes du monde ne va pas forcément satisfaire un quatuor à cordes. Il faut arriver à se mettre là où les autres attendent, mais à quand même trouver sa place. Ça prend du temps. Et tu trouves que l'exigence en plus augmente potentiellement à mesure que le quatuor a pu vivre pendant 20 ans avec une personne? Probablement. Mais aussi la capacité de tolérance, à intégrer des gens. Non, ça, c'est jamais simple, c'est jamais non plus. Vraiment, on est dans les ressources humaines. Et tu as fait partie du processus de recrutement? Non, pas vraiment, c'était pas mon affaire. Bien sûr, je pouvais leur recommander des gens en qui je croyais, mais ça, à partir du moment où c'est pas mon avenir, c'est le leur, ça serait un peu risqué, voire intrusif de venir. Non, moi j'étais pas recruteur dans l'histoire, au contraire, j'étais. On appelle ça en politique ministre démissionnaire. Enfin voilà. On ne demande pas à un ministre démissionnaire de nommer son successeur. Donc ça c'était une expérience de vie qui me faisait peur et qui a mis du temps mais qui s'est bien passé, très très bien passé. Tellement bien passé qu'en fait aujourd'hui on travaille à nouveau ensemble, notamment parce qu'ils m'ont passé une commande. Donc j'ai écrit un quatuor qu'ils vont créer là dans un mois. Tu vois ? Donc ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau de départ possible. C'est comme un parachute doré, mais en termes d'estime et de confiance, donc là, j'ai eu du mal. Ça, c'était très dur. Écrire un quatuor à cordes pour mes ex-collègues avec mon successeur, une nouvelle équipe, écrire un truc qui ne les déçoive pas, qui vont pouvoir porter, ils vont le jouer 14 fois. Donc il y avait un côté, c'était assez étrange, et donc j'ai jamais été aussi paralysé dans la composition que pour cette œuvre-là. Bon, elle est sortie dans la douleur, mais elle est sortie. Et je suis allé les écouter hier en répète, et j'étais très très soulagé. Tu vois, en fait, à la fin, c'est quand même de musique dont il s'agit, et en fait, si les gens sont réunis pour faire de la musique, ben les autres questions, c'est quand même moins important, quoi. Tout simplement. Et ben voilà, ils travaillent le truc, je leur ai dit « Ah là, pardon, j'ai mal écrit, c'est pas le bon tempo, je corrige. » Voilà, c'est... C'est 2 fois plus rapide. Work in progress. Non, j'ai pas fait ça. Et c'était mon anniversaire, c'était la plus belle journée d'anniversaire possible. Je suis allé voir mes anciens collègues et travailler mon œuvre en toute camaraderie, comme ça. Donc ouais, ça vaut de l'or. Et l'autre truc qui me réjouit profondément, c'est qu'il arrive parfois qu'on joue encore ensemble un petit peu, soit par petits bouts. Par exemple, j'ai un concert de trio avec Gabriel dans quelques semaines. Il arrive que Pierre et moi, on se passe un coup de fil. Tiens, je passe te voir, comment vont les enfants. Enfin, c'est aussi ce lien humain très très fort. Je me suis particulièrement bien entendu avec Marie, l'altiste. Et je pense pouvoir dire que à ma petite échelle, j'ai eu l'impression de partir au meilleur moment. C'est-à-dire au moment où tout allait bien. C'est bizarre ça, hein. Le quatuor, c'est un lieu où on souffre beaucoup. Et pourquoi j'arrête le quatuor au moment où le quatuor va super bien? On a réussi l'intégrale Beethoven très bien, on a trouvé un équilibre. Et ben moi c'était plus du tout ça pouvait plus être mon quotidien. J'adorais toujours les concerts, j'adorais toujours les voyages, les expériences, la découverte du répertoire, mais j'avais plus l'énergie d'aller tous les jours en répète. Et tous les jours, vraiment. Et ils continuent, ils font toujours 4 heures de répète par jour. C'est ça l'exigence, ça se négocie pas. On ne peut pas baisser les doses juste parce qu'on se connaît bien. Donc j'ai beaucoup d'estime. Et aussi, à travers l'enseignement, je me rends compte aussi que le quatuor, c'est facile pour personne. Et que je suis toujours très heureux d'accompagner des quatuors étudiants. Mais par exemple, ça arrive très souvent qu'un jeune quatuor décide soit d'arrêter, soit qu'il y ait des changements. Il dit « Ah, l'altiste est parti, le premier violon est parti, ça ne marchait plus, etc. » Ça, c'est totalement humain. Mais souvent, par rapport au prof, il y a un fond de culpabilité. Parce qu'en gros, on s'est inscrit, on a passé un concours d'entrée, on entre en A4 dans une classe, et les profs, ils sont là sur le carreau. Et moi, je leur dis toujours « Mais non, mais attendez, la plus grande difficulté de ce métier, c'est précisément ça. C'est précisément de rester ensemble, à 4. Personne ne va vous jeter des cailloux parce que vous avez changé votre premier violon. Personne ne va vous en vouloir si vous quittez votre propre quatuor. Ça vous appartient. Ok, pour nous, les profs, il faut qu'on apprivoise les changements. Mais
Ça, c'est intéressant parce que là, il y a des vraies questions de société. Et pourquoi on s'engage? Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Pourquoi, dans un lien professionnellement aussi fort et aussi interdépendant, il ne faut pas oublier ça, c'est là que ça se joue. Les quatuors à cordes professionnels, ils ont besoin les uns des autres pour remplir leur frigo. On ne remplace pas quelqu'un comme ça, hein. Ça prend du temps, c'est très long. Cette interdépendance, elle est vissée dans le métier. Quand les Amadeus ont perdu leur altiste, quand Peter Schidloff est mort, le premier violon, Norbert Breining, il a dit « Bien sûr qu'on peut remplacer Peter. Il y en a 1000 des gens qui jouent bien de l'alto. Mais on ne peut pas remplacer 30 ans de travail comme ça. Ça fait 30 ans qu'on bosse avec lui. » Donc ils ont arrêté. Le quatuor Amadeus s'est arrêté comme ça, quand le premier des 4 est mort. Comme dans Les copains d'abord de Brassens. Jamais dans l'eau son trou ne se refermait, qu'aucun de sort. Dans l'eau, jamais son trou ne se refermait. Il y a un peu ça. Donc ça, c'est un sacré truc. N'importe quel orchestre, un membre qui part en retraite, on le remplace, évidemment. N'importe quelle entreprise connaît un certain turnover, c'est normal. Les quatuors à cordes, c'est des micro-sociétés où, en fait, on a l'impression qu'on construit un truc qui peut durer, mais qui va quand même garder toujours cette immense fragilité. Donc maintenant que je suis plus maintenant que je sais plus ça du tout mon métier, je crois que j'ai eu une sacrée chance parce que c'est resté assez solide quand même. Il y a eu, on est passé par des sacrées difficultés, hein. Ça, il m'est souvent arrivé de me dire, il faudra que j'écrive une autobiographie, non pas de ma vie à moi, mais juste de mes 20 ans de quatuor, juste ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai oublié beaucoup trop de choses. C'est beaucoup trop. Je peux témoigner de certaines choses. J'ai écrit un peu, des anecdotes, des trucs, mais au quotidien, c'est... Tu peux nous partager une anecdote qui t'a marqué? Comme ça, une à laquelle je pense, on était en répétition au prieuré de Saint-Côme à côté de Tours. À l'époque, on était donc 4 hommes, parce que c'était encore l'époque de Mathieu, on n'avait pas encore Marie à l'alto. Et on était tous les 4 concubins, on avait tous les 4 une compagne. Et d'ailleurs, toutes les 4, elles se connaissaient un petit peu. Et elles étaient là, toutes les 4. Ce qui est rarissime, hein. C'est arrivé une poignée de fois. Elles écoutaient. Et ma sœur, elle est venue. Elle était là, je ne sais pas pourquoi elle était là. Elle a dû venir avec mes parents écouter un concert et ils étaient arrivés un peu en avance. Et la réaction de ma sœur, elle a vu les 4 compagnes du quatuor assises, toutes les 4 à côté en train d'écouter la répète. Elle a dit « Ah, les belles sœurs !» Et donc dans cette anecdote-là, ce niche, elle n'a pas fait exprès, hein. C'était pas du tout c'est sorti comme ça. « Ah, les belles sœurs !» Et après elle a fait « Oui, enfin je veux dire, non, pas les belles sœurs, mais... » Mais donc, la fraternité du quatuor à cordes, c'est ça. C'est la même sœur qui t'a fait commencer le violoncelle? Non, ça c'est la petite. C'est la petite qui est pianiste. Celle qui m'a fait commencer le violoncelle, c'est ma deuxième sœur, la cadette, qui est politologue. Et c'est sûr qu'il y a une affaire de famille nombreuse dans le quatuor à cordes. Tous les trucs qu'on connaît par cœur, piccolo, saxo et compagnie par exemple, qui présentent les instruments de l'orchestre comme des familles. Ben oui, ça fait sens. En musique de chambre, ça fait sens. À l'orchestre, ça fait sens aussi. Par contre, c'est une très très grande famille. Mais... Et donc maintenant, mon nouveau métier, c'est ça. C'est travailler avec des grandes familles. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé finalement ce à quoi tu aspirais quand tu étais petit? L'harmonie, toucher à tout, ce dont on a parlé au début de cet entretien? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que le métier de chef est un métier où on est obligatoirement sollicité par tellement de prismes que la polyvalence, là je peux pas vraiment manquer de ce genre de stimulus. C'est le stimulus le plus prodigieux que je connaisse, la direction d'orchestre, pour l'intellect. Et pour les ressources humaines. En fait, vous avez, dans ce métier, toujours énormément d'inconnus. Énormément. Même avec un orchestre qu'on connaît par cœur. Hein. Même avec toujours les mêmes personnes, même des œuvres qu'on connaît
On va vraiment vers des situations où il y a quand même une très très grande part de comment vont-ils réagir, comment ça va sonner, qu'est-ce que je sens moi-même de l'œuvre aujourd'hui, en quoi j'ai pu me planter auparavant, comment on peut faire mieux. Est-ce qu'il y aura du monde dans la salle? Est-ce que le message va passer? C'est pas parce qu'on joue 40 fois la 40e de Mozart que la 41e fois qu'on va la jouer, le miracle va advenir. Ça, c'est pas gagné du tout. Pour ce qui concerne ma polyvalence de petit garçon touche à tout, ouais, le jazz, ça c'est vrai que peut-être qu'il faut que je fasse attention de garder une place pour ça. Enfin, en fait, tout va bien. J'ai du travail, c'est une chance. C'est dur, très dur les orchestres. La réalité aujourd'hui économique des orchestres, très très dur. Parce que l'orchestre, c'est irremplaçable, mais c'est très coûteux, forcément, par la présence de tant de musiciens réunis. Et il y a un impératif de rentabilité de chaque seconde dépensée, ou chaque minute. Quand on réunit 50 musiciens qui ont tous un cachet pour une répète de 2h30 ou de 3h, décider de lâcher l'orchestre 10 minutes en avance, c'est une décision qui coûte très cher. Donc elle ne doit pas être prise à la légère. On est dans des échelles financières qui ne sont pas du tout les mêmes que 10 minutes pour une entreprise lambda. Tel employé part 10 minutes plus tôt le soir et va venir 10 minutes plus tôt le lendemain matin. Parce que ça, c'est élastique. Et on peut bosser sans lui ou sans elle. À l'orchestre, non. À l'orchestre, il y a cette espèce de... Enfin, je veux dire, comment on travaille le premier outil de la troisième de Schumann si le timbalier est malade? C'est pas possible en fait. Comment on fait si le deuxième hautbois a raté son bus? Bah oui, mais bon, il y a un accord à 3 sons, quoi. Sans la tierce, c'est plus un accord à 3 sons. Donc il nous faut le deuxième hautbois, etc. Et puis surtout, comment on le travaille, donc comment à l'instant T, ça sonne harmonisé et précisément en place. Ça, c'est un énorme truc. Le chef d'orchestre a cette responsabilité-là. Mettre du temps, fédération des individualités vers un instant donné, c'est un drôle de truc. Hein. Moi, une répète la plus tranquille du monde, la plus sous contrôle du monde, très souvent, 3 heures de répète, je ressors de là, je suis lessivé. Alors que ce n'est qu'une affaire de concentration et d'avoir un peu bougé les bras. Mais l'intensité de l'attention, de l'écoute que ça demande, c'est un sacré truc. C'est en même temps une immense récompense, un grand privilège. Mais il y a 1000 malentendus, je pense, qui traînent sur le métier de chef. On croit que le métier de chef est un métier directif, de conception. C'est vrai, hein, tout ça est vrai. Et de compétences, et aussi d'une certaine diplomatie, et un sens de la rigueur, de l'organisation et tout. C'est vrai. Mais la première action du chef, c'est d'écouter. Et écouter 40 personnes à la fois, en fait, c'est pas si évident. Quand bien même les 40 personnes jouent exactement ce qu'elles ont à jouer. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors quand c'est une création, une œuvre qu'on ne connaît pas, alors là, il faut écouter avec des oreilles immenses. Il faut être très très inspiré et avoir une belle intuition du message. Mais bon, avec un peu de chance, la compositrice ou le compositeur est encore vivant, donc on peut aussi se renseigner. Mais même si c'est la 5e de Beethoven que tout le monde connaît par cœur, pour faire bosser l'orchestre, il faut l'écouter avec une acuité auditive la plus fine possible. Et en fait, c'est ça qu'on attend d'un chef. Bien bouger les bras, oui, ça va aider, c'est le code, il faut l'utiliser. Enfin bon, il y a plein d'exemples de chefs qui font un peu n'importe quoi avec leurs bras et on ne sait pas pourquoi, mais l'orchestre sonne merveilleusement. Hein. Probablement parce que les liens qui sont installés et qui sont entretenus, qui sont parcourus entre les oreilles du chef et les instruments et le cœur des musiciens, là il y a un chemin souterrain, un peu invisible, un peu impalpable, mais c'est là que tout se passe. Et oui, moi j'ai toujours su que je voulais faire ça. Depuis le jour où j'ai vu Harry Van Beck diriger la suite Holberg en 96 à la salle, comment s'appelle cette salle, la résidence Le Bon à Clermont-Ferrand. C'est pareil, c'est gravé dans la cire.
Ça, ce jour-là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Il faut comprendre au moins comment ça marche. Ça m'a vraiment intéressé. J'estime que je suis au tout début de ce chemin-là. Et pour l'instant, j'ai l'impression que je suis légitime à poursuivre ce chemin, tout simplement parce que j'aime profondément la musique qu'on peut aborder par ce métier. Et tant que je suis là à me mettre un peu à nu devant tous ces gens que je dirige, avec cet amour de la musique que j'assume, si j'assume d'aimer la musique, alors j'assume aussi de pouvoir faire des erreurs de diplomatie. Parfois on dit un truc et puis on ne le dit pas avec les bons mots. Alors on s'adresse à quelqu'un et puis ah non, pardon, c'est des solistes, c'est des individualités, c'est des sensibilités, c'est des gens qui souffrent aussi. Ça peut être un vrai lieu de souffrance, l'orchestre, notamment pour les cordes, mais pas seulement, pour tout le monde. Parce que c'est un vrai truc de vivre ensemble. Et ouais, je pense que tant qu'on aime la musique suffisamment et que c'est pour ça qu'on le fait, on peut se faire pardonner les maladresses et les approximations. Beaucoup d'approximations. Les chefs qui font jamais d'approximation sont tout simplement des gens qui ont appris à dissimuler ce qui peut laisser planer le doute. Et c'est pour le mieux. Ça sert à rien de laisser planer le doute quand vous pilotez un avion ou un bateau. Quand vous vous dites « Ah, là, on est peut-être en danger, il faut savoir s'il faut qu'on reprenne de l'altitude et tout », vous n'allez pas informer les passagers que vous vous posez la question. Il n'y a rien de pire pour créer un vent de panique. Ça ne sert à rien. Vous êtes pilote, bah, vous réglez la question. Vous suivez votre protocole, posez le pour et le contre, ok, et puis voilà, puis vous prenez la décision. Et puis, bah, c'est un métier de pilotage. Il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe partout dans l'avion, ou partout sur le bateau. Il faut savoir exactement qui est aux machines, qui est au service. Quelle est la partie la plus fragile, quelle est la partie où combien on a de carburant, quelle est notre autonomie, où on va. C'est pas rien de savoir où on va, hein. C'est quand même le premier truc qu'on demande à un commandant de bord, un capitaine plutôt. Savoir où on va et pourquoi on y va et à quelle vitesse on va y aller, etc., etc. C'est ça le métier. Donc plus rien à voir avec jouer du violoncelle, si ce n'est que les musiciennes et les musiciens que je dirige, souvent savent que je suis violoncelliste. Et donc, il y a ce truc de... Aujourd'hui, c'est lui qui est sur le podium, mais demain ou hier, il aurait pu être dans le pupitre avec nous. Ce truc-là est important, je crois. Mais bon, rien de révolutionnaire, hein. Harnoncourt a été violoncelliste jusqu'à 25 ans, et puis voilà, ensuite il a fait que de la direction d'orchestre, parce que Toscanini, pareil, c'est des métiers qui sont tellement prenants qu'on ne peut pas tout faire. Mais il m'arrive de jouer aussi avec orchestre, faire ce qu'on appelle des jouets dirigés, donc des play conduct, quoi. Alors là, ça c'est très difficile et en même temps hyper excitant, et aussi c'est un vrai pari, parce que c'est une manière de faire appel à une écoute augmentée depuis tous les musiciens. Donc l'orchestre s'empare de la pulsation et de l'écoute collective, c'est de la grande musique de chambre en fait, parce que play conduct, on ne peut pas diriger en jouant. On peut bouger un peu la tête, on peut montrer un truc, les tutti on peut les diriger, mais enfin bon, l'essentiel n'est pas là, hein. L'essentiel c'est diriger les accompagnements pendant qu'on joue, et donc ça, on peut plus les diriger. Donc c'est pas vrai, c'est pas jouer diriger, c'est jouer tout court, c'est jouer sans chef. Et c'est apporter dans le discours instrumental les mêmes éléments que ceux qu'on pourrait montrer avec la battue. Sauf qu'ils ne vont pas être compris et reçus pareil. Donc il y a tout un jeu de autonomisation, fierté aussi de faire les choses correctement sans chef d'orchestre, même si ça peut prendre plus de temps. Parce que, in fine, le chef d'orchestre, c'est quoi le vrai premier truc qu'on attend d'un chef d'orchestre? C'est faire gagner du temps à tout le monde. N'importe quel orchestre dans le monde peut jouer n'importe quel répertoire. Avec simplement du temps. Monter le Sacre du Printemps par 100 personnes sans chef d'orchestre, ça a été fait. Et très bien fait. Ça a pris beaucoup de temps, c'est tout. Et évidemment que le même Sacre du Printemps peut être monté en 2 répètes avec un chef hyper au clair, qui sait exactement ce qu'il veut, qui va savoir entendre tout de suite là où il y a des incompréhensions, là où il y a des approximations, et dire non, tac, c'est comme ça, c'est ici, là, regardez, hop, on se rencontre ici. Voilà, c'est un guide, un Sherpa. Je connais la montagne qu'on escalade, j'y suis déjà allé 10 fois, vous inquiétez pas. Suivez, on passe par là. Non, là, il y a une crevasse, on va par là. Ça fait gagner du temps de ne pas passer par la crevasse.
Quand on n'a pas de Sherpa, c'est peut-être dangereux, non? Est-ce qu'on a assez d'eau dans les gourdes et tout ça? Enfin, toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment pas le même métier. Et pour finir, je dirais que je suis très heureux de ne pas l'avoir commencé trop tôt ce métier-là. Parce qu'avoir fait toutes ces années de violoncelle hyper intensif et d'écouter la polyphonie, d'essayer de comprendre la structure chez Beethoven et chez Bartók, pourquoi la musique est composée comme elle est composée, qu'est-ce que ça implique d'être au sommet de la canopée quand on joue du violon ou à la cave quand on est bassiste, qu'est-ce que ça implique la régularité de la pulse, pourquoi il ne faut pas trop rigidifier la pulse, qu'est-ce que c'est vraiment le bon tempo, comment on choisit un tempo, par antécédent ou par conséquence? Quels sont les vrais réflexes dont on doit devenir, ça doit devenir une deuxième nature pour que le concert, même avec des accidents, soit un vrai moment de densité et de pertinence, etc., etc. Toutes ces questions-là, si on doit se les poser en même temps que les autres questions, ça fait trop. Donc là, je suis très heureux d'avoir une petite carrière de chef qui commence un peu tard, mais dans laquelle au moins je sais qu'est-ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est cool. Je vois les jeunes chefs qui se lancent à 20 ans, je me dis « Waouh, c'est dangereux. » Au début, tout va bien, c'est brillant. Personne ne je veux dire, ces gens-là sont surdoués la plupart du temps. Mais j'aurais eu très peur de ça. Et d'ailleurs, parce que je dirigeais déjà à l'époque, quand j'avais 20 ans. Mais je faisais des erreurs, mais grosses comme moi, à tous les niveaux. J'en fais encore beaucoup, mais quand même moins. Il y a plein de clichés sur les jeunes chefs d'orchestre. Ils bougent trop, ils s'agitent, et je m'agite toujours. Hein. Je suis encore un jeune chef. Mais ouais, les premières expériences me suis un peu pris des murs, et heureusement que j'ai eu la chance de commencer aussi avec des orchestres que j'avais moi-même réunis. Donc il y avait ce côté solidarité, bande de copains, un petit peu. Maintenant c'est différent. Maintenant, la semaine dernière, j'ai dirigé un orchestre, je ne connaissais personne dedans. Et la semaine d'encore avant, encore un autre orchestre que je ne connaissais pas. Donc là, ça va à toute vitesse. En 5 minutes, si vous faites un ou deux faux pas, l'orchestre peut vraiment se dire « Ok, lui, on va passer une semaine un peu pénible, vivement qu'il s'en aille. » Ça peut être ça. Hein. Faut faire gaffe. Mais c'est encore une fois passionnant. Et aujourd'hui, en tant que prof de musique de chambre, quand tu enseignes à des groupes qui sont quartettistes ou autres, tu vois une grosse différence? Oui, mais la différence, elle dépend pas d'eux. C'est-à-dire que si c'est un ensemble avec piano, on n'est pas du tout dans le même cadre. Le piano, c'est un cadre. Ça définit plein de choses. Le piano, il y a les marteaux et il y a l'accord. Donc l'harmonie, l'abscisse et l'ordonnée, le temps et le son sont complètement quadrillés. En quatuor à cordes, il n'y a pas ça. En quatuor à cordes, chacun est responsable, mais co-responsable du cadre. Et le cadre, il est beaucoup plus élastique, flexible. La manière dont on s'accorde, mais aussi la manière dont on joue et dont on écoute la polyphonie et l'organisation du temps et du son. C'est... Quatuor, c'est ultra léger, mais c'est ultra résistant pour peu que les liens sont bien tressés entre les oreilles. Mais là, il y a souvent énormément de travail et de chemin à faire. Et quand j'enseigne à des quatuors à cordes, la plupart du temps, je ne peux pas seulement m'accrocher à leur niveau. Ça, c'est un vrai truc intéressant. Par exemple, un trio avec piano, si les 3 individualités ont vraiment un très grand niveau instrumental et technique, il se passera ce qui se passera. Je trouve, ça va tenir la route, ça va aller quelque part. Un quatuor à cordes, bizarrement, est beaucoup moins sujet à cette espèce de loi d'échelle entre compétences et résultats. Il peut y avoir un quatuor de gens très fragiles, mais qui ont réussi à faire sortir de leur réunion un son et un propos vraiment, vraiment spécial et unique. Et l'inverse est possible aussi. On peut en quatuor à cordes constater que les 4 meilleurs solistes du monde n'arrivent absolument pas à faire sens.
c'est vraiment bizarre. Il y a des exemples de réunions spontanées de musiciens en quatuor qui donnent des miracles, bien sûr. Mais c'est pas forcément attendu. Donc, pour résumer, ce que je dirais, c'est qu'il y a une grande part d'insondable, pas de hasard, hein, c'est pas du tout du hasard, mais c'est de l'invisible. Ce qui fait que 4 personnes peuvent mettre en commun des éléments pour que la musique prenne complètement évidence. D'une part, ça peut se produire et disparaître. D'autre part, ça peut ne jamais apparaître et apparaître seulement au moment du concert ou du concours ou du cours. Donc là, beaucoup d'humilité pour le prof. Et puis c'est pareil, on donne, on propose, on aide, on accompagne, on stimule, on met un peu de fluo ici, on met le doigt sur un truc qui n'est pas compris, pas entendu. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Et si ça fleurit un jour, si ça germe et si ça fleurit un jour, ça sera possible parce que les personnalités sont bien alignées, complémentaires, disposées, de bonne volonté. C'est vraiment un monde qui nous échappe, hein, le quatuor à cordes, d'une certaine manière. Alors après, on peut dire que les grands quatuors de l'histoire ont quand même décidé que de ne pas rester dans cette espèce d'aléatoire. Bien sûr, le quatuor Alban Berg a fait une carrière hyper rigoureuse avec des méthodes et une certaine structure. Mais on peut leur reprocher précisément de ne pas avoir laissé beaucoup de place pour une certaine magie. Bon. Et inversement, oui, il y a même d'autres carrières qui sont complètement sous contrôle. Mais si on prend l'exemple du quatuor Hagen ou du quatuor Lindsay dans un tout autre genre, ou encore dans un tout autre genre du quatuor Mosaïque, ben ça, c'est des ensembles qui ont une personnalité hyper forte, probablement parce que la fragilité est vraiment là. Bah, merci beaucoup pour ton partage, voilà, ultra inspirant, passionnant. C'est gentil, merci à toi. Et bah, quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, bah, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, parce que Raphaël et moi serons ravis de vous répondre. À bientôt!